Bonsoir à tous et bienvenue. Le direct avec François Asselineau débute avec une question de Jordi Moreno. Il écrit « Bonsoir Monsieur Asselineau. Quel serait le pourcentage requis concernant les législatives pour les candidats UPR pour espérer tirer le levier du CSA ?» Il ajoute « Combien faudrait-il de candidats réalisant ce score ?» Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau direct que vous pouvez suivre à la fois sur YouTube et sur nos pages Facebook. Nous sommes ce soir le 30 mai 2017 et comme d'habitude, vous trouvez ici le nombre de nos adhérents, 28 092 adhérents qui nous ont rejoints. J'en profite pour souligner que nous étions à 14 300 ou 400 adhérents au 1er janvier, donc on a eu quasiment une multiplication par 2 du nombre de nos adhérents depuis le 1er janvier. C'est évidemment considérable, vous vous rendez compte des conséquences de l'élection présidentielle. Alors, pour répondre à la question que, si je comprends ce qui vient d'être posé comme question, ça n'est pas extrêmement clair dans mon esprit. Je me demande si cet internaute ne fait pas une confusion entre deux choses. La première, c'est l'argent public versé aux partis politiques en fonction du résultat au premier tour des élections législatives. Le deuxième, c'est l'ouverture médiatique. Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui me suivent l'importance exceptionnelle qu'il y a à se mobiliser pour les élections législatives qui vont se tenir le 11 et le 18 juin prochain. Même si vous pensez que le candidat de l'UPR qui se présente dans votre circonscription n'a pas de chance d'être élu député. C'est vrai qu'il faut être honnête, les chances seront faibles. Même si vous pensez ça, il est quand même très très important, si vous êtes d'accord avec l'UPR, que vous soyez adhérent ou simple sympathisant, il est quand même très important d'aller voter parce que le premier tour des élections législatives n'est pas comme les autres élections. Lors de cette élection en particulier, il y a un décompte qui est fait des voix obtenues au premier tour. Et ce décompte sert à deux choses. La première chose, c'est l'argent public. L'argent public qui ne sera versé. Alors c'est peut-être ça qu'avait en partie à l'esprit l'internaute. Il faut que 50 candidats présentés sous la même étiquette obtiennent 1,00% des suffrages exprimés ou plus. Si 50 candidats au moins ont obtenu au moins 1,00%, à ce moment-là, toutes les voix recueillies par le parti politique qui se présente, donc par la même étiquette, que ce soit par des candidats faisant partie de ces 50 ayant dépassé 1%, ou que ce soit des candidats qui fassent moins, l'ensemble des voix au niveau national ouvre droit à un financement public qui est de 1,42 € par suffrage exprimé. Ça signifie très précisément que, à supposer que nous rééditions le même nombre de suffrages qu'au premier tour de l'élection présidentielle où il y a eu 332 000 électeurs qui ont voté pour moi, eh bien, nous avons fait des calculs. Il semble que nous ayons dépassé 1% des suffrages à cette occasion dans 180 circonscriptions. Eh bien, nous aurons donc, puisqu'on a dépassé dans 180 circonscriptions, nous aurons droit au financement public. Et de surcroît, nous aurons donc 1,42 € par suffrage exprimé sur toutes les circonscriptions, c'est-à-dire, dans l'hypothèse que j'évoque où on ferait le même score, 332 000 suffrages, 332 000 à 1,42 €, ce qui fait à peu près 471 000 € par an. Ce qui évidemment change tout, puisque ça nous permettra d'avoir un grand siège social à Paris, avec un linéaire, comme on dit, sur une artère passante, donc se faire mieux connaître. On aura également la possibilité, en tout cas c'est mon projet, d'avoir une télévision web beaucoup plus active, avec si possible une émission tous les jours. Ça nous permettra également de recruter quelques permanences. Ça nous permettra d'avoir bien plus de documents pour diffuser les informations de l'UPR avec plus de tracts, plus de brochures, etc. Ça nous permettra peut-être également d'ouvrir peut-être une petite permanence à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, à Lille, à Clermont-Ferrand, à Orléans, à Nancy, à Strasbourg. Enfin, on verra. On verra en fonction de l'argent recueilli. Donc ça, c'est la première chose. J'en profite pour dire tout de suite
parce qu'il y a un certain nombre d'internautes qui suivent l'actualité de près, qu'il y a eu une proposition de loi proposée par René Dauzière, qui est un député socialiste, qui avait envisagé, dans le cadre de la moralisation de la vie politique, de porter ce critère des 50 candidats avec 1% à 100 candidats, ce qui est 2 fois plus évidemment, et avec 2,5%. Là, 100 candidats dépassant 2,5%, il est à craindre malheureusement que nous n'y serions pas parvenus. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette proposition de loi semble avoir du plomb dans l'aile. Elle devait passer au Conseil des ministres, je crois, qui devait avoir lieu le 7 juin. Aux dernières nouvelles, ça ne sera qu'au Conseil des ministres du 14 juin. Après, il faut que ça aille à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, etc. Donc, a priori, cette proposition de loi, à supposer qu'elle soit suivie des faits, n'interviendra pas pour cette législature, ce dont on peut se féliciter. Et puis alors, il y a une deuxième conséquence du score obtenu aux élections législatives, c'est l'ouverture médiatique. Et c'est également à ça que l'internaute sans doute songeait. Alors là, il n'y a pas de critère aussi précis que celui que je viens de dire pour les financements. C'est simplement un critère de proportionnalité des médias. Je rappelle que si on fait au total, alors s'il n'y a pas besoin d'un nombre particulier de candidats qui dépassent X%, ça c'est pour le financement. Pour l'accès aux médias, c'est le total des suffrages exprimés qui sera pris en compte par le CSA. C'est-à-dire que si nous réalisons 1% des suffrages exprimés, à peu près ce qu'on a fait à la présidentielle en un petit peu plus, à ce moment-là, nous devrions avoir normalement 1% des émissions politiques pendant les 5 ans qui suivent dans les grands médias suivis par le CSA. Alors j'avais déjà pris, je crois, cet exemple, je le redis. Il y a à peu près sur France Inter, France Info, France Culture, Europe 1, RTL, RMC, TF1, France 2, France 3, iTélé, BFM TV, j'en oublie peut-être un ou deux, LCI, etc. Donc sur la douzaine de médias suivis expressément par le CSA, il y a, pour se contenter de ne parler que des émissions politiques matinales, c'est-à-dire pendant la tranche 7h du matin, 9h du matin. Ces émissions ont lieu en général du lundi au vendredi. Ça veut dire qu'on avait fait le compte, au cours de l'année 2016, il y avait dû avoir à peu près quelque chose comme 2300 émissions de cette nature sur la douzaine de médias suivis, donc pendant les à peu près 220 jours ouvrables en question. Si nous obtenons 1%, on aura normalement, en tout cas on sera fondé à demander au CSA d'intervenir si tel n'était pas le cas, on aura normalement 1% de 2300 et quelques matinales, ça fait 23. Ça veut donc dire que je pourrais être invité moi-même ou un cadre dirigeant de l'UPR, je pourrais être invité pendant 23 matinales pendant l'année 2018 par exemple. Bon. 23 matinales, ça veut dire une matinale tous les 15 jours. Ça veut dire que je pourrais être invité pendant 5-7 minutes sur France Inter, à la tranche, mettons, à 7h30 du matin, et puis 15 jours après sur BFM TV, et puis 15 jours après sur les 4 vérités sur France 2, voilà, ce genre de choses. Donc ça n'est pas le Pérou, mais quand même, ça sera beaucoup mieux que ce qu'on avait eu jusque-là, c'est-à-dire 0. Et je ne parle que des tranches matinales, parce que la même chose s'applique à toutes les émissions politiques. On sera fondé, par exemple, à obtenir un passage à des paroles et des actes, voilà. Alors, si, bien entendu, au lieu de faire 1% des suffrages, nous réalisons au niveau national, mettons 2% des suffrages, ça serait une fois par semaine, ça sera 2 fois plus. C'est la raison pour laquelle je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Vous le comprenez, enfin j'espère, vous comprenez que ces élections législatives sont vraiment très très importantes. Pas seulement pour se faire connaître, même si c'est fondamental. Pas seulement pour essayer d'obtenir un député, pas seulement pour essayer d'obtenir plus de notoriété, mais aussi et surtout parce que chaque voix que vous glisserez dans l'urne va nous apporter quelque chose, va nous apporter 1,42 € par voix pendant 1 an pour le mouvement, et va nous apporter une possibilité supplémentaire d'obtenir une ouverture des grands médias. C'est tout à fait considérable. Je vous demande vraiment, à toutes et à tous qui m'écoutez, de vous mobiliser. C'est vraiment le moment d'aller voter.
Votez et faites voter autour de vous, c'est trop important. C'est peut-être encore plus important que d'aller voter au premier tour de la présidentielle. La question suivante est signée Allez-y 257. Bonsoir Monsieur Asselineau. Vous considérez Maastricht responsable des délocalisations industrielles. Comment expliquez-vous les nombreuses délocalisations ayant eu lieu entre 1973 et 1993 ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu de nombreuses délocalisations. Ça, je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation. Il y a eu des ouvertures d'usines dans des pays étrangers parce que ça n'était pas interdit par principe. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il y avait eu il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. J'avais déjà pris, je crois, l'exemple de Peugeot ouvrant une usine en Iran, obtenant le feu vert du ministère des Finances de l'époque, dans les années 70, pour transférer à l'étranger des centaines de millions de francs, voire des milliards de francs, pour ouvrir une usine à l'étranger. Mais ça n'était pas vraiment une délocalisation, c'était une ouverture d'une usine à l'étranger, ce qui n'est pas exactement pareil. Parce qu'on peut ouvrir une usine à l'étranger pour fabriquer des productions sur un marché étranger. C'est le cas, par exemple, de la fabrication des voitures de Peugeot en Iran. C'était pour un marché nouveau qui venait d'apparaître. Ça n'était pas pour réexporter en France. Pareil, par exemple, pour les implantations de Citroën à Wuhan en Chine. Actuellement, PSA fabrique des Citroën dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. Ces voitures ne sont pas réexportées vers la France. Elles sont pour le marché local. Donc ça, c'est la pénétration de marché extérieur. Le concept de délocalisation est différent puisqu'il s'agit, dans le concept de délocalisation, que l'on a une usine en France, qu'on la transfère à l'étranger pour bénéficier de taux de salaire, de charges sociales, de contraintes réglementaires, environnementales très très faibles, donc pour produire à très bas coût et ensuite de réimporter ces productions pour les vendre en France ou sur le marché européen. Donc c'est pour maximiser le profit au détriment de la main-d'œuvre française. Ça n'est pas pour vendre spécialement sur place. Par exemple, je ne sais pas, l'exemple de Le Jabi qui fabriquait des soutiens-gorge dans la banlieue de Roanne, qui se délocalise en Tunisie et qui ensuite revend ses sous-vêtements en France et non pas sur le marché tunisien. Donc ça, c'est une autre chose. Et ça, je persiste à dire que ça s'est développé à partir, effectivement, du traité de Maastricht de 1992. Pour être très précis, ça avait commencé effectivement 2, 3 ou 4 années après, dans le cadre de l'acte unique de 1986, qui préparait Maastricht. Et à partir de 1986, c'est-à-dire à partir de la fin des années 80, en amont, si vous voulez, en préparation de ce qui allait être gravé dans le marbre du traité de Maastricht, notamment de l'article 63, qui précise que toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers est interdite, eh bien, en préfiguration de ça, déjà, dès la fin des années 80, en fait, il y avait une quasi totale liberté de circulation des mouvements de capitaux qui avait été de facto adoptée. Mais je permets d'insister. Si l'article 63 existe dans le traité de Maastricht, s'il est mentionné toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers, si ce texte existe, et il n'existait pas auparavant, c'est bien pour une raison particulière, c'était bien pour aller dans cette direction. Et de fait, les délocalisations industrielles qui ont commencé timidement à partir des années 87-88 dans la foulée de l'acte unique, ont explosé à partir de 1993.